Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter vous faire une présentation qui sera bien moins articulée que celle d'Alexandre. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je ne savais pas exactement à l'avance de ce dont j'allais vous parler était précisément liée au fait que j'imaginais qu'Alexandre avait beaucoup de choses à nous dire et que je ne serais pour ma part intervenante qu'en complément de son propos, mais finalement il a retracé à travers une trajectoire aussi personnelle ces transformations qui sont effectivement, je pense, très importantes à rappeler pour comprendre aussi une part de la situation actuelle. Alors, l'autre aspect, en bref prélude, l'autre aspect qui me fait me sentir sur une position un peu baroque est le fait que donc, je suis historienne et je peux intervenir, et je pensais intervenir justement pour développer cette histoire de mémorial qu'a brièvement évoqué, mais à plusieurs reprises, Alexandre. Mais Béatrice a aussi signalé la question de l'Ukraine et il se trouve que de par mes recherches, j'ai beaucoup travaillé en Ukraine d'environ du début des années 2000 jusqu'à vers 2014 et que donc je suis dans une certaine familiarité avec le milieu académique ukrainien et effectivement aussi avec certaines des grandes thématiques qui ont agité le monde, qui ont agité la société ukrainienne de ces 2 dernières décennies. Donc voilà, je vais peut-être dire quelques mots sur Mémorial et reprendre, et ensuite quelques mots sur l'Ukraine. Alors, s'agissant de la Russie, il est intéressant de revenir en effet sur la question de l'ambivalence, au fond, de l'ambivalence et des questions de censure ou d'autocensure qui ont existé dans une période que je pourrais qualifier du siècle dernier, puisque je pense que vraiment depuis 3 semaines, on a passé vraiment à tout à fait un autre moment d'histoire où on peut parler d'une dictature absolue. Alors que jusque-là, et qu'évidemment, on est tenté de relire tout ce qui s'est passé au fond depuis essentiellement le milieu des années 2000 comme étant le prélude à ce qui arrive aujourd'hui. En tous les cas, on est forcément très polarisé par l'événement qui nous laisse quand même dans une très grande sidération, pour le dire. Et donc, ce qu'on a constaté effectivement, ça a été une montée en puissance d'une politique mémorielle qui, même si on peut en trouver des traces sous Yeltsin, etc., c'est vraiment articulé sous le gouvernement de Poutine et dans une temporalité finalement assez longue. Je pense par exemple que toute la politique qui justifie aujourd'hui ce néo-impérialisme a été mise en place au milieu des années 2000 quand on a commencé véritablement à parler du monde russe, de l'histoire d'un espace qui avait au fond plusieurs cercles, dont le premier cercle était évidemment les Russes de l'étranger proche, puis de manière plus lointaine les diasporas, et qu'on a commencé à construire autour de en articulant ces différents cercles, tout un discours mémoriel qui s'est aussi traduit par des législations dont je ne vais pas refaire l'histoire, et je vous signale à ce propos l'intérêt extrême du rapport qui a été produit par la FIDH qui s'intitule « Les crimes de l'histoire », qu'on peut trouver très facilement en ligne, et qui justement retrace cette législation avec ses différents amendements, je dirais pour l'essentiel depuis la deuxième moitié des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, avec un infléchissement quand même très très fort de ces dernières années, au fond qui date, qu'on peut dater à partir de 2015, et de ce point de vue-là, voir à quel point effectivement la crise ukrainienne, ce qu'on appelait à l'époque, donc l'annexion de la Crimée et puis l'émergence des régions séparatistes soutenues par les Russes, donc tout cela à partir de 2014 marque un véritable tournant politique qui se reflète très fortement non seulement dans les lois mémorielles,
le discours politique mémoriel russe, et on peut dire aussi les organisations qui, du côté de la société civile, ont tenté de poursuivre leur travail. Et évidemment, tout cela concerne avant tout cette association mémoriale, qui est en fait une grande nébuleuse d'associations, mais marquée, dirais-je, au sommet par deux organisations, l'une étant Mémorial International et l'autre étant le Centre des droits humains Mémorial. Mais il est évident que ces deux structures ne reflètent en réalité qu'une seule mission, qui est celle de lier la conscience historique, l'émergence d'une vérité historique à la vigilance sur les abus du présent, sur donc la dimension arbitraire du politique, et donc de ne pas faire fondamentalement de distinction entre ce travail sur la mémoire et ce travail sur le présent, dans la mesure où ce sont les deux qui sont nécessaires pour construire une véritable vie démocratique. C'est ce que proclame en tous les cas, et je pense très justement, Mémorial. Donc, cette association n'a jamais eu une existence exactement tranquille, mais a commencé à rencontrer de plus en plus de difficultés, précisément dans ce tournant du milieu des années 2010. Et je rappelle, cela vous êtes peut-être déjà extrêmement familier parce qu'on a eu beaucoup l'occasion d'en parler ces derniers temps. Je rappelle donc cette nouvelle loi qui avait été passée en 2012 sur la question des associations, des organisations non gouvernementales, agents de l'étranger, c'est-à-dire d'organisations qui sont pour partie financées par des fonds étrangers. Donc, au départ, une loi qui exigeait donc que toute organisation, toute ONG, enfin, organisation non commerciale ayant des soutiens de l'étranger soit considérée comme agent d'étranger, même si au fond, c'est le gouvernement qui décidait au fond de quelles organisations étaient agents d'étrangers ou non. Et Mémorial est donc devenu Mémorial International d'une part, et puis le Centre des droits humains Mémorial sont devenus deux organisations qualifiées d'agents d'étrangers avec obligation toute théorique, enfin obligation de labelliser toutes leurs activités avec ce sigle agent de l'étranger, qui leur a valu plusieurs amendes, puisque même les modalités de l'application de ce statut sont restées pendant un certain temps très très peu claires. Et donc a commencé plusieurs offensives, mais plusieurs offensives dont peut-être la plus importante et la plus dramatique a été celle qui a touché l'historien Yuri Dmitriev, qui lui est un membre de Mémorial en Carélie, et qui a été l'un des grands découvreurs des charniers de Carélie, qui a donné lieu par la suite à l'érection d'un des plus grands sites commémoratifs de la Grande Terreur en Russie. Et Yuri Dmitriev, à la suite de tout cet engagement, de tout ce travail, a été condamné pour des motifs tout à fait fallacieux d'abus sexuels sur mineurs, a été condamné, donc a eu plusieurs procès et aujourd'hui est condamné à 15 ans de réclusion dans une colonie pénitentiaire à régime sévère. Donc, pour dire à quel point, évidemment, les activistes, les historiens de Mémorial ont été de plus en plus exposés, au fond, à des répressions, bien que officiellement il n'y ait pas de censure
pour évoquer le passé soviétique et qu'il existe, par exemple, de manière tout à fait officielle, un musée du Goulag à Moscou, qui est un musée qui relève de la municipalité de Moscou et qui reçoit des fonds publics du ministère de la Culture. Autrement dit, il n'y a pas de négation du passé stalinien. Néanmoins, et c'est là où on est sur un terrain assez compliqué, néanmoins, il y a de plus en plus une injonction qui a été tout à fait explicite dans les amendements de la Constitution de 2020, une injonction au fond, glorifier le grand passé de la Russie et à défendre le sentiment patriotique en Russie. Et c'est ainsi que donc, tout ce discours politico-mémoriel russe a cette spécificité. Au fond, il met en valeur tout ce qui est positif pour la Russie, au risque d'avoir un discours, une narration totalement incohérente, qui, par exemple, peut mettre côte à côte les glorieux intellectuels de l'immigration russe anti-bolcheviques, qui sont aujourd'hui, après avoir été le grand tabou de la période soviétique, aujourd'hui sont tout à fait des héros de ce passé russe. Donc, de pouvoir mettre côte à côte ces intellectuels anticommunistes, anti-bolcheviques, avec la Grande Guerre patriotique et donc Staline qui qui tient le gouvernail de la Russie qui a libéré l'Europe et le monde du nazisme. Donc voilà, il y avait encore 5 minutes. Après toutes ces offensives, il est devenu évident depuis novembre dernier qu'on passait à un stade supérieur, et de ce point de vue-là, je pense que Mémorial est vraiment emblématique et son sort a été très prémonitoire de ce qui s'est passé ces derniers mois, lorsque donc le tribunal de la Cour suprême de Russie a demandé la liquidation de Mémorial, et au prétexte que la loi la loi d'agents de l'étranger à laquelle l'association était soumise n'avait pas été respectée, et à la suite de quoi, effectivement, le 28 décembre, cette liquidation a été prononcée, et l'appel a été rejeté le 28 février, c'est-à-dire 4 jours après le début de l'offensive de l'armée russe en Ukraine. Alors l'Ukraine, qu'en dire en 5 minutes, je ne sais pas, sinon qu'évidemment aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un état de destruction, et que la plupart l'essentiel les universités sont fermées. On pense même à des lieux qui sont aujourd'hui des lieux préservés, aujourd'hui, on ne sait pas demain, comme Lviv, mais Lviv, où il y a 2 grands centres universitaires et de recherche importants, où il y a d'une part l'université catholique de Lviv, qui est un vivier très très important, en particulier d'historiens, mais aussi de sociologues et de littérature, et puis un centre, ce qui s'appelle le Centre d'histoire urbaine de Lviv, et qui est un centre qui a mené en particulier un travail archivistique et de collecte de témoignages absolument extraordinaires sur justement le XXe siècle et le passage donc et la soviétisation de Lviv. Et aujourd'hui, ces 2 lieux, en fait, sont devenus des centres d'accueil de réfugiés. Donc, ils sont totalement, effectivement, happés par l'actualité immédiate. Et donc, et par ailleurs, l'essentiel des contacts, en tous les cas, que j'avais et que nous avions au sein du Centre d'études du monde russe
du CERSEC à l'École des hautes études, eh bien, l'essentiel de ces personnes ne se trouvent plus sur les lieux où elles vivaient jusqu'à maintenant, et beaucoup sont déjà à l'étranger. Donc, destruction sur fond d'un cheminement qui a été très, très important durant ces 2 dernières décennies, si j'ai le temps, si je peux m'autoriser d'en dire quelques mots. Donc, un cheminement très important qui a d'abord été caractérisé effectivement par le retour d'un passé tabou, il faut bien le dire, et là je pense à 2 éléments très fondamentaux qui ont structuré les débats et les controverses en Ukraine et hors d'Ukraine, qui sont d'une part la question de la grande famine, le Holodomor, et d'autre part la question du comportement des Ukrainiens occidentaux pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers ce mouvement de résistance nationaliste dont l'un des grands héros était Stepan Bandera. Et effectivement, aujourd'hui en Ukraine, il n'y a pas une rue qui ne porte pas le nom de Stepan Bandera. Il est devenu une sorte de héros incontournable. Et de ce point de vue, peut-être que l'Ukraine présente un peu un cas extrême de ce qu'on a vu en Europe centrale, c'est-à-dire dans cette période post-communiste, où avec d'une part la sortie des tabous, mais aussi la volonté de faire de la nation un acteur de l'histoire, et non plus des victimes dans l'étau entre les 2 totalitarismes nazis et communistes, ont commencé évidemment à mettre en valeur ces résistances en leur accordant à la fois un poids et une interprétation qui sont plus que sujettes à caution, mais que je pense il est important de considérer aussi dans cette dynamique de réappropriation de l'histoire, et puis dans des histoires qui évidemment sont très très concurrentes, tout particulièrement en Ukraine, où finalement il y a une version soviétique de la Seconde Guerre mondiale et une version donc au contraire nationaliste, indépendantiste, mettant en évidence le rôle de la nation derrière ces résistances. Et puis le Holodomor, qui évidemment pose la question fondamentale de l'intention ou non du pouvoir politique dans cette famille où l'Ukraine a été le principal territoire touché, avec presque 4 millions de victimes. Donc l'intention, est-ce qu'il y avait une intention véritablement génocidaire? Et c'est ce qui a ici été une question, on peut dire, politico-historique très forte de la deuxième moitié des années 2000, avec cette thèse dominante qu'effectivement Staline et le grand frère ont effectivement voulu faire disparaître en quelque sorte le peuple ukrainien. Mais il faut dire que tous ces débats ont quand même beaucoup évolué ces dernières années dans le cours de cette et paradoxalement d'ailleurs après 2015 au fond, et j'ai plusieurs, je pourrais citer que des exemples parce que je ne suis pas non plus une spécialiste de la structuration du monde académique, mais par exemple je pense à l'université Mogyla de Kiev dans laquelle a commencé à être enseignée justement une histoire transnationale, une histoire des peuples en Ukraine, qui jusque-là était quasiment inaudible, mais finalement toute cette approche historiographique des confins, qui a été vraiment une très très grande révolution historiographique en général parmi les historiens du XXe siècle, eh bien, a commencé à rentrer dans l'univers académique ukrainien, et toute la question de la coexistence entre Polonais, Juifs et Ukrainiens en Ukraine au XXe siècle a commencé donc à être aussi un sujet d'étude, et c'est il y a des tas d'autres exemples qu'on pourrait donner, mais celui-là me semble très significatif d'une étape franchie qui évidemment aujourd'hui est totalement stoppée. Et je m'arrête.